Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Louis et l'étrange phénomène, épisode 2. Comment faire quand votre vie est devenue un enfer? Un enfer de souffrance, sans possibilité de rémission, sans espoir. La douleur chronique est un poison qui détruit peu à peu toute possibilité de joie et de bonheur. Et c'est ce que vit Louis au moment où on l'a laissé à la fin du premier épisode de son témoignage. Comment agir ? Comment se débattre dans cette espèce de cage de douleur qui se referme peu à peu sur lui ? Eh bien, Louis va avoir une idée que je qualifierais de limite, de borderline. Pour tenter de reprendre prise sur sa vie, il va jouer le tout pour le tout. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. À mes 30 ans, j'ai des potes musiciens, tous musiciens. Une douzaine de potes, on s'organise un séjour à la Nouvelle-Orléans, qui est un peu la mecque du musicien, quoi. Surtout qu'on était beaucoup dans le jazz et forcément la Nouvelle-Orléans, c'est un peu la source, quoi. Bon, c'est un voyage absolument génial, quoi. Malgré les douleurs, malgré mon état et tout ça, il se passe beaucoup de choses pour moi là-bas. Et notamment, un des derniers jours qu'on a passé là-bas, je me lève un petit peu plus tard que les autres. On était dans une auberge de jeunesse à quelques kilomètres de l'hypercentre où tout se passait. Et mes potes, eux, ils étaient tous musiciens aussi, mais enfin eux, ils faisaient des soufflants principalement, donc ils pouvaient aller jouer un petit peu partout, se greffer dans les formations, dans les groupes et tout. Et le matin, souvent, ils allaient faire la manche dans le centre de la Nouvelle-Orléans. Et à ce matin-là, moi, je me réveille un peu après tout le monde, ils sont tous déjà là-bas. Je me lève à l'auberge de jeunesse, je vais les rejoindre. Ils sont tous en train de jouer sur le... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est plus Jefferson Square, je crois, l'espèce de place devant la cathédrale. Là. Enfin, ils étaient là en train de jouer et ben je me pose, et puis là, il y a un des potes de moi qui vient me voir, et qui me fait « Tiens, tends ta main ». Je tends ma main, et là, il me dépose un petit buvard comme ça. Moi, j'avais jamais essayé le léser. Et du coup, je le gobe comme ça. Il me regarde avec de grands yeux, il me fait « T'as tout pris ?» Je sais pas, il était tout petit. Il me fait « Ah ouais, mais attention, parce que nous, on a pris que des moitiés. Hein. Attention, parce que le léser, c'est particulier. » Je fais « Ah... Bon, on va advienne que pourra, hein, de toute façon c'est fait. et du coup, grosse perche dans la Nouvelle-Orléans, il était midi, quoi, et c'est pris une perche, je peux pas raconter toute la perche, quoi. Enfin, il y a des moments super rigolos, mais c'était un moment, c'était une super après-midi, quoi. J'ai vraiment passé une super après-midi, malgré que du coup, le set and setting, il était pas... c'est pas forcément le top du top parce que j'étais dans une ville que je connais pas, qui est hyper dangereuse en plus. La Nouvelle-Orléans, c'est une ville hyper dangereuse aux États-Unis. Donc je maîtrisais absolument pas l'environnement. Il pouvait se passer n'importe quoi et tout ça, mais il y avait une ambiance tellement folle. Et puis j'étais avec plein de potes, j'étais très bien entouré. En fait, c'est malgré le set and setting un petit peu hasardeux, c'était une expérience absolument fantastique, quoi. Il y avait plein de phases, il y a eu plein de phases. Enfin, c'est pas hyper intéressant que je rentre dans les détails. Ce qui est intéressant, c'est que en rentrant de la Nouvelle-Orléans, quand j'arrive à Paris, et que je vois le décalage entre cette ville, la Nouvelle-Orléans, qui a une culture d'une richesse et d'une vivacité absolument phénoménale. J'avais pris des claques, mais ne serait-ce que sur la musique, quoi. Le niveau moyen du musicien de base là-bas, il est juste stratosphérique par rapport à tout ce que j'ai pu connaître ailleurs, et notamment à Paris. Et le retour à Paris, en fait, il a été hyper violent. Le retour à Paris, retour à ma réalité ordinaire, nulle à chier avec les douleurs et tout ça. Et du coup, j'étais déjà sans doute en dépression avant, mais après ça, je suis vraiment tombé super bas, quoi. Après la parenthèse enchantée de la Nouvelle-Orléans. Et puis les douleurs étaient de pire en pire, vraiment de pire en pire, de plus en plus handicapantes, de plus en plus
plus en plus dur et j'en voyais pas le bout. Et de plus en plus, je commençais à avoir pas des pensées suicidaires, mais j'avais envie de mourir. J'avais envie que ça m'emporte en fait et que ça s'arrête. J'avais pas envie de faire le geste moi-même, mais j'avais envie que ça s'arrête. J'avais vraiment envie que ça s'arrête. Et du coup, ça tournait dans ma tête. Je pensais plus qu'à ça à un moment et je me suis dit que c'était plus possible. Il fallait quand même que je fasse quelque chose, quoi, parce que là, j'étais dans une impasse totale. Je savais pas quoi faire, je savais pas où j'allais, je savais pas. On me proposait aucune solution. Et je me suis souvenu que dans toutes ces années hyper noires, j'avais eu des expériences quand même assez chouettes, notamment de voyage, parce que j'ai eu le voyage à Nouvelle-Orléans, j'ai aussi parti en tournée quelques années avant au Japon, avec le groupe avec lequel je joue aujourd'hui encore. C'était une expérience absolument géniale, mais à part ça, j'avais eu des super expériences avec la psilocybine. Et là, j'avais eu à Nouvelle-Orléans cette expérience avec le LSD que j'avais trouvé fantastique, quoi. Et je me suis dit, je sais plus comment c'est venu à mon esprit, quoi, mais une espèce de nécessité s'est imposée à moi en me disant, mais au point où j'en suis, ces substances-là, les psychédéliques, c'est vraiment super intéressant. Et au point où j'en suis, en fait, j'ai strictement rien à perdre, j'ai pas peur de prendre des risques, puisque de toute façon, si je meurs, c'est pas grave. Donc qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire que mon état actuel Est-ce qu'il y aurait pas un seul couillon sur Terre qui pourrait se prendre une énorme perche? Est-ce que ce serait pas moi? Sans prendre trop de risques, quoi, parce qu'au point où j'en étais, voilà, je me suis dit, bon... Et puis peut-être que, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais peut-être que ça va m'apporter quelque chose, peut-être que ça va m'aider à changer un peu d'état d'esprit, peut-être que ça va je sais pas, je me suis mis un peu en tête que il fallait que je le fasse, il fallait que je prenne une énorme perche. Et alors, du coup, je voulais pas faire n'importe quoi quand même. Je voulais déjà sélectionner soigneusement la substance et puis préparer le truc. Parce que l'idée, c'était pas de me suicider avec des psychédéliques. De toute façon, ça aurait pas mené très loin. Mais l'idée, c'était quand même de faire les choses, faire quelque chose d'extrême, mais tout en prenant les précautions nécessaires pour éviter que ça se passe mal. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser plus en détail sur les substances psychédéliques, celles que je connaissais pas, parce que je connaissais que la psilocybine et le LSD. Et c'est là que j'ai commencé à me pencher plus sérieusement sur l'ayahuasca. Alors l'ayahuasca, je précise quand même, c'est extrêmement puissant, c'est nettement plus dangereux que la psilocybine ou même que le LSD pour pas mal de raisons. Et du coup, j'ai quand même pris plusieurs mois à me préparer à la fois physiquement, mentalement, avec la diète et tout ça. J'ai essayé vraiment de faire les choses bien pour que ça se passe le moins mal possible. Bon, j'avais quand même je m'étais quand même embarqué dans quelque chose que je recommanderais à personne de faire, à savoir prendre une dose massive d'ayahuasca tout seul, sans accompagnement et sans cadre, sans rien. Faut pas faire ça. Mais au point où j'en étais, j'étais désespéré, j'avais pas peur qu'il m'arrive quelque chose, parce que je m'en foutais, en fait, j'étais dans un tel état où c'était ça, où je finissais par me jeter par la fenêtre sur un coup de tête, quoi. J'en étais à un point où j'avais rien à perdre. Et j'ai compris plus tard que c'est ce désespoir, entre guillemets, qui peut-être m'a protégé pendant l'expérience. Si j'avais pris ça juste par curiosité ou comme ça, déjà j'aurais pas pris une dose aussi massive. Et puis ça se serait sans doute pas du tout passé de la même manière. Et du coup, je me prépare pendant plusieurs mois. Je commence le jeûne pendant plusieurs semaines. 2 ou 3 semaines, un truc comme ça. Enfin, c'est pas un jeûne, hein, mais c'est une diète assez stricte. En même temps, en parallèle, je lis énormément de choses sur le sujet.
Je lis beaucoup de choses qui m'interpellent, notamment sur tout l'aspect mystique, alors que moi j'étais encore dans une mentalité très rationaliste, très cartésienne, on va dire. Bah, ces aspects-là, tous ces témoignages que je lisais sur des expériences mystiques et des trucs comme ça, je trouvais ça très intéressant, mais j'y croyais pas trop. Mais en même temps, j'étais curieux, j'ai envie de voir par moi-même, ça m'intriguait vraiment. Tout ce que j'avais pu lire et entendre sur la DMT, ces trucs-là, j'étais aussi curieux de voir par moi-même ce qu'il en était, quoi. Même si ça rentrait pas trop dans mes cases de ma compréhension du monde, on va dire. Et du coup, un soir, je venais de regarder mon film préféré, film préféré de tous les temps, qui est Stalker de Tarkovsky. Je venais de voir ce film-là et je me sentais super apaisé. Et ça faisait déjà peut-être 15 jours, 3 semaines que je faisais la diète. Et je me suis dit, bon, est-ce que le moment de faire le truc serait pas arrivé? Bah, ok, j'avais 100 grammes de chaque plante. Il y a 2 plantes hein, dans la recette, j'en avais 100 grammes de chaque. C'est beaucoup. Ouais, pour une personne, c'est quand même beaucoup. Et mais je savais pas, moi. Je savais que c'était beaucoup, j'avais pas fait gaffe. Je voulais juste faire un gros truc. Je m'en foutais un peu du dosage, je savais pas le doser de toute façon. Et du coup, ce soir-là, je prends juste une pincée des 2 plantes et je fais une tisane avec. Je laisse infuser ça pendant 20 minutes, pas plus, une petite tisane quoi, et je bois le truc et je vais me coucher. Je vais me coucher pas pour dormir, hein, mais je vais m'allonger. De toute façon, vu les douleurs que j'avais, je passais quand même beaucoup de temps allongé quoi. Et du coup, j'ai passé une super nuit. Ça a commencé à se manifester. J'ai bien senti que j'avais affaire à quelque chose de nouveau, mais qui était quand même très lié. C'est un psychédélique, hein, j'ai vraiment senti cet aspect-là. Et du coup, cette nuit-là, j'ai eu une expérience très douce, vraiment très 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 douce, très rassurante, très douce dans tous les sens du terme. Hein, c'était pas fort, hein, c'était vraiment une petite infusion comme ça, mais ça m'a vraiment, ça m'a invité à aller plus loin, quoi. Et du coup, le lendemain, je me réveille et je me dis bon bah je pense que c'est bon là, c'est le jour J quoi. Et du coup j'ai mis ce que j'avais dans une marmite de plantes et j'ai commencé à, alors je vais pas détailler la recette exacte parce qu'il n'y avait pas que ça, mais c'était quand même principalement ça. Et j'ai laissé mijoter pendant 8 heures. Puis j'ai encore laissé réduire pendant encore 4 heures. Et à la fin, j'avais une grosse pinte d'un truc bien épais, bien épais quoi. Et, et j'étais complètement à jeun parce que j'avais rien bouffé depuis la veille. J'avais passé toute la journée à faire ça et à me préparer mentalement à ce que j'allais bien pouvoir vivre, quoi. Et arrivé la nuit tombée, j'ai coupé le courant chez moi. Je me suis mis vraiment dans le noir total. Et j'ai médité un peu. Je me suis préparé comme j'ai pu quoi. Et puis au bout d'un moment, je fais bon bah, allez go quoi. Et j'ai tout avalé d'une traite. J'ai bu toute la pinte d'un coup. Ouais. C'était pas bon. C'est vraiment infect quoi. C'était infect. Mais voilà, j'ai tout bu d'un coup, puis je me suis rallongé comme la veille. Et puis ça a commencé à se manifester de la même manière, enfin de la même manière. J'ai senti le même genre de manifestation que la veille, mais en beaucoup moins doux. Ça a commencé à monter très fort, au bout d'une demi-heure, ouais, vous prenez une demi-heure, ça commence à monter très fort. Et évidemment, bon, j'avais préparé un seau à côté de mon lit pour vomir, parce que c'était partie du plan, quoi. Là, c'est un peu difficile pour moi de raconter exactement ce qui s'est passé, parce que chaque fois que j'ai essayé de faire un récit de ce que j'ai vécu ce soir-là, en fait, je me rends compte que je crée un récit qui est intelligible, que je peux raconter, mais qui est pas du tout ce que j'ai vécu.
Parce que ce que j'ai vécu ce soir-là, c'est au-delà de toutes les capacités du langage, quoi. C'est complètement ineffable et inintelligible. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au bout de sans doute 1 heure, peut-être moins d'1 heure, j'étais absolument persuadé que j'étais mort. C'est-à-dire qu'il y a eu une phase, il y a eu plusieurs phases avant ça, mais il y a eu une phase où à un moment j'ai commencé à avoir littéralement ma vie défiler dans mes yeux, littéralement. J'ai vécu tous les trucs d'une expérience de mort imminente, quoi. Sauf que il y a eu, ça c'était au bout de la première heure seulement. Au bout de la première heure, il y a eu un moment où j'ai senti comme une explosion atomique dans ma tête et je me suis retrouvé, ma conscience n'était plus là. Il y a eu un avant, ce clac là, et puis après j'étais plus là, et à ce moment-là, j'étais sûr que j'étais mort. Et ça, c'était au bout d'1 heure, et l'expérience a encore duré 6 heures après ça. Donc j'ai passé 6 heures, je sais pas où, mais j'étais plus là, et pourtant il s'est passé énormément de choses pendant ces 6 heures. J'ai vécu énormément de choses, j'ai traversé énormément d'espaces mentaux, je sais pas ce que c'était. J'ai un peu abandonné l'idée de chercher à mettre ces choses-là en récit. Mais en tout cas, quand je suis revenu, quand j'ai ouvert les yeux, que j'ai vu que j'étais bien là, que j'étais vivant et que c'était fini, bah déjà pendant plusieurs jours, peut-être pendant 3-4 jours, je pouvais pas prononcer un mot. J'arrivais pas à parler. Je pouvais m'exprimer à l'écrit, mais dès que j'ouvrais la bouche, je bafouillais, je baragouinais, j'arrivais pas à parler. Il y avait toute ma conception du monde, de l'existence, de la vie, de l'univers, tout avait été complètement balayé et était à recommencer à zéro. Et je me sentais assez vulnérable parce que quand tu es dans un état comme ça, tu as eu des réponses à des questions, mais tu as surtout eu beaucoup plus de questions nouvelles qui étaient inconcevables avant. Tu te sens assez vulnérable parce que tu as envie de recommencer à comprendre quelque chose, mais t'as pas envie non plus de perdre les pédales, pour le dire assez crûment. T'as pas envie de te mettre à perdre pied avec le réel. Moi, j'ai quand même... mon matérialisme avait été complètement soufflé, mais j'avais quand même encore un fond de rationalité qui m'a aidé à, à organiser un petit peu mes pensées à ce moment-là et ce que j'allais bien pouvoir faire de ça. Et du coup, j'ai commencé, après cette expérience-là, j'ai surtout continué à lire énormément sur le sujet, à écouter des podcasts, à écouter euh, essayer de comprendre un petit peu ce que j'avais vécu, essayer de l'intégrer, à prendre le temps pour ça. Et donc voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir une autre approche avec les psychédéliques. En fait, mon expérience, elle avait vraiment toutes les caractéristiques d'une expérience mystique. Pas uniquement d'une expérience psychédélique, mais d'une expérience vraiment mystique. D'une rencontre avec une altérité totale, transcendante. Et ça, déjà, c'était pas compatible avec ma pensée matérialiste. Et ça aussi, ça donnait beaucoup de crédit à beaucoup de choses que je rejetais complètement avant, que je niais totalement en bloc, qui étaient la possibilité même de vivre de telles expériences qui étaient à l'origine de beaucoup de religions et beaucoup de pratiques spirituelles, qui pour moi avant n'avaient aucun sens et qui étaient plus des affabulations ou au mieux des affabulations, quoi. Et là, j'avais vécu ça. Donc j'avais quoi comme choix? Le refouler, le nier, ou essayer de faire avec et de l'intégrer dans mon expérience de la réalité? Pas trop le choix. Si je suis sincère, si j'étais sincère dans mon rationalisme avant, et que je veux continuer à être sincère, je suis obligé d'intégrer ça. Je peux pas faire comme si c'était rien passé, c'était trop puissant, c'était trop intense, et c'était trop...
C'est de très loin l'expérience la plus terrifiante et la plus magnifique que j'ai jamais vécue. Je regrette pas de l'avoir fait aujourd'hui, hein, mais par contre, je recommande à personne de le faire. Parce que si j'ai expliqué tout mon parcours avant, c'est aussi parce que ça avait du sens dans ce parcours-là de faire ça à ce moment-là, même si c'était un peu barge, c'était un petit peu, c'était une grosse prise de risque. C'était quand même inscrit dans un vécu. Et j'ai fait ça si j'avais pas eu cet accident, si j'avais pas été dans cet état physique et mental à ce moment-là, ça me serait jamais venu aller en tête de faire un truc pareil. Mais en tout cas, voilà, toute ma conception rationaliste et matérialiste de l'univers et de la vie avait été soufflée, balayée par cette expérience-là. Et ça a été le point de départ d'un cheminement vraiment spirituel pour le coup. Je considère pas qu'avoir vécu une expérience mystique, ça a été ça a été l'apogée d'un chemin spirituel. Non, ça a été vraiment le point de départ. Avant ça, c'était pas possible pour moi d'avoir. Il n'y avait pas de place dans ma vie pour ça. Et c'était le point de départ parce que s'en est passé des choses après. Il y a eu. À partir de ce moment-là, ma vie est devenue beaucoup plus intéressante. Et il a commencé à se produire, à se manifester des choses. Pas uniquement avec les substances. C'est ça qui est particulièrement troublant, c'est parce qu'il y a eu quelques événements très très bizarres par la suite qui font que j'ai l'impression qu'en fait le trip il a jamais totalement terminé quoi. Avoir une expérience mystique n'est jamais anodin, quelle que soit la pratique ou l'événement qui a entraîné cette expérience mystique. La conscience a vécu un état totalement inhabituel, et ensuite il faut être capable d'assimiler ce qu'il s'est passé pour pouvoir l'intégrer dans son quotidien, et c'est pas toujours simple. Alors quelles vont être les conséquences du voyage intersidéral de Louis sur sa vie ? On verra ça dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.